Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité gestion. On va étudier en fait concernant la partie introductive à la comptabilité générale, les mécanismes en fait qui régissent, qui vont vous permettre de mieux assimiler toutes les notions. Notamment, on va étudier dans un grand 1 le bilan et le compte de résultat, en étudiant bien entendu dans une première partie le bilan, dans une deuxième partie, dans un grand B, pardon, le compte de résultat. On effectuera après effectivement tout ce qui concerne les méthodes de comptabilisation, en effectuant notamment la nomenclature, la classification selon le plan comptable général qui est imposé par le plan comptable général. On étudiera également dans un grand B les règles de comptabilisation et dans un grand C le formalisme du journal d'écriture, puisqu'en fait il y a effectivement un formalisme qui est imposé et qui est édicté par les règles inhérentes relatives au code du commerce, et on étudiera dans un grand 3 tout ce qui concerne des exemples d'application. Alors naturellement, je vous propose d'étudier dans un grand 1 le bilan et le compte de résultat. On va étudier dans un grand A le bilan. Alors qu'est-ce que le bilan? Alors vous savez très bien que comme une personne physique, c'est-à-dire une personne comme vous et moi par exemple, dispose d'un ensemble de biens et de dettes, qui est ce qu'on appelle effectivement le patrimoine. Eh bien, le patrimoine dans une société, c'est effectivement le bilan en fait représente la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. C'est-à-dire en fait que, comme vous le savez, le patrimoine est constitué par l'ensemble de biens et de dettes qui appartiennent à une personne physique ou morale. Les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés, disposent, comme je vous l'ai indiqué, également, comme toute personne physique, d'un patrimoine, c'est-à-dire qui est recensé, en fait, si vous voulez, dans un document comptable qui s'appelle tout simplement le bilan. Donc le bilan, c'est effectivement, comme je vous l'ai indiqué, la retranscription du patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle détient et ce qu'elle doit, notamment, ce dont l'entreprise est redevable. Et en fait, il est matérialisé de la façon suivante, sous forme, si vous voulez, d'un tableau qui a effectivement deux colonnes, où on a effectivement deux colonnes. On a dans un à gauche, on a ce que l'on appelle l'actif. Et à droite, on a le passif. Alors, qu'est-ce que l'actif? C'est, à l'actif, comme je vous l'ai indiqué, on recense en fait tout ce dont l'entreprise détient en quelque sorte, ce dont elle a en possession, ce que la personne morale, c'est-à-dire la société, dispose, détient ou a en sa possession. Et en fait, à l'actif, on a plusieurs composantes. Vous avez la première composante qui apparaît effectivement dans le tableau à l'écran. Vous avez tout ce qui concerne l'actif immobilisé. Alors, l'actif immobilisé, vous allez me dire, oui, d'accord, mais qu'est-ce que c'est l'actif immobilisé? Je vous propose naturellement de vous l'expliquer. Dans les immobilisations, vous savez très bien qu'une immobilisation, en fait, je vous le dis désormais, c'est un bien destiné à rester durablement au sein de l'entreprise. Alors, c'est quoi un bien destiné à rester durablement au sein de l'entreprise? On prend un exemple. Vous êtes, par exemple, nous, on est une école d'enseignement à distance, donc nous sommes l'École nationale de comptabilité gestion. À l'actif, on a tout ce qui concerne des biens destinés à rester durablement au sein de l'entreprise. Durablement, ça sous-entend pour une période supérieure à 12 mois. Alors, naturellement, vous avez, par exemple, une voiture. Une voiture, vous êtes d'accord avec moi, c'est un bien qui est destiné en principe à rester durablement au sein de l'entreprise. Alors pourquoi durablement? Parce qu'une voiture, quand on achète une voiture dans un cadre purement professionnel, il est certain que, sauf à considérer que vous soyez concessionnaire automobile, que ce bien est destiné à rester durablement au sein de l'entreprise. Vous avez par exemple dans toute entreprise des photocopieurs qui peuvent effectivement être considérés, être assimilés naturellement à des immobilisations. Alors vous avez de multiples exemples, vous avez notamment les ordinateurs également qui peuvent être assimilés à des immobilisations, puisqu'en fait ce sont des biens destinés à rester durablement au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à être vendus. Alors dans ce cas présent, effectivement, vous avez les ordinateurs qui sont des biens destinés à rester durablement au sein de l'entreprise, sauf à considérer que vous soyez vendeur de matériel informatique. Là, dans ce cas-là, ce ne serait pas effectivement une immobilisation.
Alors, on a plusieurs composants d'immobilisation, hein. Vous avez les immobilisations que l'on appelle incorporelles, c'est-à-dire en fait que ce sont des immobilisations qui ne sont pas palpables, c'est-à-dire que l'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas matérialiser. On peut donner un exemple, notamment dans les fameux débits de boissons, hein, dans les bars. Vous savez très bien qu'ils ont une licence qui est, les bars notamment, ont une licence qui a vocation effectivement à permettre la vente d'alcool. Dans ce cadre-là, c'est bien pas palpable, hein, c'est un droit si vous voulez, qui n'est pas palpable. Donc de ce fait, effectivement, à partir du moment où il n'est pas palpable, c'est une immobilisation plutôt incorporelle. Alors, on a de multitudes d'exemples d'immobilisation incorporelle. On a par exemple le fonds de commerce, etc. De toute façon, on les évoquera au fur et à mesure. C'est pour vous donner un petit peu l'utilité de la notion, en tout cas la distinction qui a opéré entre les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles. Alors, concernant les immobilisations corporelles, ce sont des immobilisations qui se matérialisent, c'est-à-dire qu'elles sont palpables. Vous avez par exemple les matériels de transport, les photocopieuses, les ordinateurs qui sont manifestement des immobilisations, c'est-à-dire qu'elles peuvent se matérialiser, elles peuvent se toucher. Enfin, vous avez les immobilisations financières, ce sont des titres. En fait, si vous voulez, ce sont des actions qui sont acquises dans un cadre de long terme. De toute façon, on verra notamment qu'il ne faudra pas effectuer il faudra opérer la modification et effectuer la distinction entre ce que l'on appelle des immobilisations financières et des valeurs mobilières de placement. La distinction qui réside est simple, c'est qu'une immobilisation financière, ce sont des actions qui sont acquises dans un cadre de moyen terme, voire de long terme, c'est-à-dire pour une période supérieure à 12 mois. Donc dans ce cas-là, si vous achetez par exemple des actions Carrefour, par exemple, ou autres, des actions d'un grand secteur de la distribution notamment, il est certain que, effectivement, si vous décidez de les acquérir dans un but de long terme, ça va être ce que l'on appelle des immobilisations financières. Maintenant, si vous décidez de détenir des actions à brève échéance, hein, c'est-à-dire à court terme, pour les revendre en l'état, ce sera assimilable en fait à une valeur mobilière de placement. Alors, on a effectivement tout ce qui concerne les actifs immobilisés. Maintenant, on va voir tout ce qui concerne les actifs circulants. Alors, on a les stocks, hein, donc ce sont des biens achetés ou transformés ou à vendre à un instant T. Vous avez les créances clients. Alors, c'est quoi une créance? C'est-à-dire que quand vous avez une créance vis-à-vis d'une personne, il est certain que finalement, au fond, quand vous avez manifestement une créance vis-à-vis d'une personne, c'est une somme que l'on nous doit, si vous voulez. Et si vous imaginez, je vous dois de l'argent, hein, je vous dois moi de l'argent à vous, hein, directement, personne physique ou personne morale, on pourra dire que moi je suis le débiteur et que vous, vous êtes tout simplement le créancier. Donc vous disposez d'une créance à mon égard. Cette parenthèse étant faite, on va étudier également le compte banque. Alors, le compte banque, c'est en fait tout l'argent qui transite sur le compte bancaire au travers d'un paiement par chèque, par carte bleue ou par virement. Vous avez le compte caisse qui est en fait l'argent liquide, si vous voulez, les espèces dont dispose la société. Et vous avez enfin les valeurs mobilières de placement. J'attire votre attention sur le fait effectivement que tout ce qui concerne le compte banque, c'est de l'argent qui transite sur le compte bancaire. Donc ce sont soit un paiement lorsqu'il y a un paiement par chèque, vous avez un paiement par carte bleue, ou vous avez tout simplement un virement. On utilisera le compte banque, vous verrez plus tard, on l'énoncera brièvement, qu'il s'agit du compte 512. Vous avez le compte caisse, ce sont tout l'argent que vous payez par exemple en espèces ou que vous encaissez. Dès qu'il intervient, on va utiliser un autre compte hein, qui va être le compte 530, d'où l'utilité de la distinction notamment entre ces notions, parce que ça va nous permettre effectivement d'appliquer le bon compte par la suite. Hein. C'est-à-dire que vous allez voir effectivement qu'au départ, on ne comprend pas certains mécanismes, mais qu'après, avec les règles de comptabilisation, ce que vous allez suivre dans à peu près une vingtaine de minutes ou un quart d'heure, 20 minutes, ça va vous permettre de maîtriser un petit peu les concepts de base de la comptabilité générale et de maîtriser notamment tout ce qui est relatif aux méthodes de comptabilisation. Alors, au passif, qu'est-ce qu'on a? Au passif, qu'est-ce qu'on a? Au passif, vous avez ce que l'on appelle les capitaux propres. Le capitaux propre, vous avez dans le fameux bilan simplifié qui apparaît en principe à l'écran. Au passif, vous avez les capitaux propres qui est recensé, en fait, on recense en fait au passif, naturellement, ça c'est une parenthèse, je vous le répète, tout ce que l'entreprise doit.
donc tout ce que l'entreprise, si vous voulez, est redevable. Vous avez le capital. Donc le capital, c'est simplement une somme qui est investie par les actionnaires ou associés en contrepartie duquel ils reçoivent des parts sociales ou actions. Ce n'est pas à confondre avec le compte courant d'associé, qui est un compte courant qui est un compte totalement différent, puisqu'en fait, je viens de vous dire que, par exemple, si demain vous montez une société, que le capital est de 1 000 €, que vous investissez, par exemple, 50%, on a un capital de 2 000 €, moi j'investis 50%, vous allez investir 1 000 €, je vais investir 1 000 € également, et en principe, vous allez avoir 50% des parts, et moi, je vais avoir 50% des parts également, tout simplement. Donc, il va y avoir une dilution du capital, et grâce à cette somme qui est investie, vous allez recevoir en contrepartie ce que l'on appelle soit des actions, soit des parts sociales, cela dépend du type de société, puisque on parle de parts sociales, notamment dans le cadre d'une ASARL, et d'actions, notamment dans le cadre d'une SA. Mais je ne vais pas vous faire effectivement un cours de droit des sociétés en la circonstance. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est de bien savoir ce que c'est le capital. C'est une somme, je le répète, qui est investie par les actionnaires en contrepartie duquel ils reçoivent effectivement des parts sociales. Vous avez également les réserves. Alors c'est quoi les réserves? C'est-à-dire qu'il y a à la fin de l'année, quand vous faites un bénéfice par exemple, vous avez par exemple la loi qui vous impose de mettre en réserve une certaine somme d'argent. Elle décide de mettre une certaine somme d'argent pour consolider, en fait, pour avoir plus de capitaux propres. Vous comprenez bien, effectivement, que c'est, en fait, intuitivement, une fraction ou une partie du résultat qui n'a pas été distribuée aux actionnaires, aux associés, et qui n'a pas été reportée à nouveau. C'est-à-dire, en fait, c'est simplement en fait, une partie du résultat que l'on met de côté, si vous voulez. Comme ça, c'est clair pour vous, et ça va vous permettre d'avancer dans le cadre de votre formation. Et vous avez enfin tout ce qui concerne le résultat. Alors, c'est quoi le résultat? Je vous rappelle que le résultat est situé au passif du bilan. Donc, effectivement, c'est quoi le résultat? C'est tout simplement, le résultat correspond au bénéfice ou la perte éventuelle ou potentielle de la société. Alors, je préfère dire plutôt la perte éventuelle de la société, de la perte de la société. C'est soit le bénéfice, soit la perte constatée lors de l'exercice précédent de la société. Alors maintenant que vous comprenez un petit peu le mécanisme, je vous demanderai de bien apprendre, il doit apparaître normalement peut-être à l'écran, tout ce qui concerne le bilan, de bien apprendre ce bilan parce que ça va être fondamental pour nous permettre effectivement de bien comprendre le mécanisme. Et vous avez enfin, dans un grand B, le compte de résultat. Alors, c'est quoi le compte de résultat? Le compte de résultat, il sert à calculer tout simplement, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai évoqué, le résultat de l'entreprise. Il permet en fait de savoir si l'entreprise est bénéficiaire ou déficitaire. Alors, vous avez à gauche ce que l'on appelle des charges et à droite les produits. C'est quoi les charges? C'est tout ce qui matérialise, si vous voulez. Alors, je ne vais pas dire une perte, parce qu'en fait, il faut bien distinguer les pertes des charges. Les charges, c'est tout ce qui génère un coût pour l'entreprise. Un exemple, des achats. Des achats, vous pouvez faire un achat, c'est une charge, effectivement, dans ce cas-là. Vous avez en matière de produits tout ce qui concerne les produits. Vous avez, par exemple, les ventes, c'est tout ce qui concerne un gain pour l'entreprise. Alors, vous avez trois composantes qui vous permettent de comprendre un petit peu le mécanisme du compte de résultat, puisque je viens de vous dire qu'à gauche, vous avez les charges, c'est ce qui a un coût pour l'entreprise, et à droite, vous avez les produits, c'est tout ce qui représente, si vous voulez, en quelque sorte un gain pour l'entreprise, notamment par exemple les ventes. Vous avez trois composantes, vous avez les charges d'exploitation, vous avez ce qu'on appelle le pôle, alors j'aime pas dire pôle parce que c'est un peu plus complexe pour certains, cependant on peut avoir la composante exploitation si vous voulez, dans le compte de résultat, vous avez la composante exploitation, vous avez trois composantes, la composante financière et la composante exceptionnelle. Alors pourquoi on ventile ce résultat en trois résultats? Vous allez me dire, vous avez le résultat net qui est en fait la composante, la résultante entre le pôle exploitation, c'est-à-dire vous avez un résultat d'exploitation, vous avez un résultat financier et vous avez un résultat exceptionnel. Et l'addition des trois correspond tout simplement au résultat net. Il est certain que, essayez de vous imaginer, vous avez une entreprise. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu le système de fonctionnement. Et essayez de vous imaginer, vous avez notamment, par exemple, une entreprise.
vous avez une entreprise, il est certain que cette entreprise, par exemple, a été créée, ou sinon vous voulez acheter par exemple une entreprise, hein, pourquoi pas, vous voulez acheter une entreprise et vous vous apercevez effectivement qu'il y a un résultat net qui est supérieur à 0. Donc vous dites cette entreprise est apparemment bénéficiaire. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir également ce que l'on appelle le résultat d'exploitation. Parce que comprenez bien que vous avez un résultat, comme je vous l'ai dit, d'exploitation. Vous pouvez avoir un résultat négatif dans ce cadre et un résultat exceptionnel, comme je vous l'ai indiqué, qui est largement supérieur à 0. Si vous avez cela, il est peut-être pas, alors ça dépend effectivement de certaines analyses, en tout cas financières, ou de quelques prospections, hein, il n'est peut-être pas nécessaire en l'état d'acheter cette entreprise. Pour quelle raison? Parce que vous avez peut-être un résultat exceptionnel qui est largement supérieur à 0. C'est peut-être dû, par exemple, si vous avez une pizza, disons, on donne un exemple, vous avez un four à pizza que vous avez acheté il y a 2 ans. Mettons que ce four à pizza a pris énormément de valeur. Que vous le vendez à une somme d'argent largement supérieure à celle que vous l'avez achetée parce qu'il se fait rare, il est certain que vous allez faire ce que l'on appelle, vous êtes d'accord avec moi que la pizzeria a pour vocation notamment à effectuer des pizzas qui vont rentrer dans ce cadre, les ventes de pizzas dans le cadre de l'exploitation, hein. Il est certain que si vous avez une telle pizzeria, que vous avez par exemple un résultat exceptionnel dû au fait que vous avez vendu votre four à une somme supérieure, largement supérieure, vous faites une grande plus-value, il est certain, vous allez comprendre que peut-être l'activité n'est pas rentable, mais qu'elle ne se traduit pas peut-être dans le résultat en question, le résultat global, on me dira, mais bel et bien, elle matérialise le fait que peut-être le résultat d'exploitation est nul, hein, voire négatif. Donc du coup, vous avez un résultat, exceptionnel qui est largement supérieur à 0, ce qui fait que l'activité n'est peut-être pas rentable, puisque par définition, c'est le fait de vendre le four à un prix largement au-dessus de la moyenne, c'est ce qu'on appelle un résultat exceptionnel. Donc si vous voulez, l'année d'après, ça ne va peut-être pas se passer comme ça, donc ça dépend du nombre de pizzas que vous allez vendre, mais il est certain qu'il faut quand même apporter des réserves sur un éventuellement achat. C'est pour cette raison, en fait, l'intérêt justement de la distinction entre le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Après, le résultat financier, c'est tout ce qui concerne, ça correspond à l'activité financière de l'entreprise. De toute façon, je vous l'expliquerai lors de nos prochains entretiens. Retenez bien que dans le compte de résultat, vous avez une composante ou un pôle exploitation, une composante ou un pôle financier, et vous avez également une composante ou un pôle exceptionnel. Alors, le jeu se corse, entre guillemets, parce qu'on va étudier dans un grand 3 tout ce qui concerne, dans un grand 2, pardon, les méthodes de comptabilisation en étudiant en quelque sorte la classification dans un premier temps du plan comptable général. Dans le plan comptable général, vous avez en fait une nomenclature, c'est-à-dire qu'on va recenser des comptes et il en existe en tout 7, d'accord? Il en est 7, alors il y en a un 8e et on ne va pas l'utiliser dans le cadre de la comptabilité générale. Ce qui est important, c'est que le plan comptable général propose en fait une classification des comptes en fonction des catégories. Vous avez effectivement alors vous avez un plan comptable général hein, que vous pouvez retrouver dans le commerce qui effectue la nomenclature des comptes. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître un petit peu cette nomenclature briève, sommaire que je vais vous énoncer, parce que ça va vous permettre d'effectuer ce que l'on appelle des écritures comptables. C'est ce qui est très important. Alors, on va étudier dans un grand 1 le compte 1 capital. Alors, le compte 1 capital, comme je vous l'ai dit, hein, on l'a vu notamment, c'est effectivement la somme qui a été investie par les associés ou actionnaires en contrepartie duquel ils reçoivent des parts sociales. Vous avez dans un grand 2 le compte d'immobilisation. Vous avez vu, on avait donné la définition, on la rappelle. C'est un bien destiné à rester durablement au sein de l'entreprise. Le compte de stock, je ne vais pas m'y appesantir directement, on a donné la définition. Sachez que le compte de stock n'est pas utilisé dans le cadre des opérations courantes que l'on verra plus tard. Il est utilisé, on l'utilisera uniquement dans le cadre des opérations d'inventaire que l'on vous expliquera ultérieurement. Alors, vous avez également le compte tiers. Alors, c'est quoi le compte tiers? Vous avez par exemple les créances clients, les dettes fournisseurs,
Vous avez le compte 5, le compte financier. Vous avez c'est-à-dire par exemple le compte banque qu'on avait vu, le compte caisse que je vous avais évoqué tout à l'heure, c'est l'argent en liquide ou en espèces que vous avez au sein de votre société. Et vous avez enfin le compte 6 qui est le compte de charge, c'est un exemple les achats, et le compte de 7, ce sont les produits. Alors naturellement, la première remarque, c'est que on ne va pas vous demander d'apprendre les comptes par cœur naturellement. Cependant, moi, ce qui m'intéresserait, en fait, c'est de vous indiquer justement qu'il apparaît fondamental quand même de se familiariser avec les différents plans du plan comptable général, notamment pour ceux qui passent en examen, notamment dans les cadres des épreuves des examens d'État. C'est-à-dire qu'en fait, il faut véritablement s'y familiariser afin que vous perdiez un minimum de temps. De toute façon, la pratique va vous permettre justement de mieux vous familiariser avec ces notions. Alors, on peut citer à titre, si vous me le permettez, quelques exemples de comptes les plus utilisés dans la pratique, parce qu'on va faire, vous vous doutez bien, des exercices d'application. Vous avez le compte 401 qui est le compte fournisseur, qui est un compte en fait généralement de dette. Vous savez très bien, alors le bilan apparaît par exemple à l'écran. Vous avez vu que le compte dette apparaît effectivement au passif du bilan. Donc, effectivement, c'est le compte dette. Alors, on va descendre. Par rapport à directement les comptes. On va peut-être un peu monter directement par rapport à l'écran que j'ai en face de moi. Vous avez le compte 411 qui est le compte client, qui est le compte créance client. La créance, on a vu notamment que c'est... Alors, je ne vais pas dire le contraire d'une dette, mais intuitivement, vous comprenez bien qu'une créance, c'est une somme que l'on vous doit ou que l'on me doit à moi. Donc, c'est quand vous avez un solde en votre faveur, si vous voulez. Quand il y a quelqu'un qui vous doit l'argent, vous pouvez dire « je suis créancier ». Vous avez le compte 512 qui est le compte banque, qu'on avait vu, que je vous avais donné il y a quelques minutes. Vous avez le compte 530 qui est le compte caisse. Vous avez le compte 607 qui est achat de marchandises. Et vous avez enfin le compte 707, vente de marchandises. Voilà. Ça c'est important parce qu'on va l'utiliser effectivement dans la pratique. Je vous répète que ces documents comptables, que ces comptes sont recensés sur un document comptable de toute façon qui sont dans ce que l'on appelle le plan comptable général, un plan comptable que nous, on vous fournit obligatoirement, qui est disponible effectivement dans le commerce, parce que, si vous voulez, nous, ce que l'on fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous fournit, dans le cadre de votre examen ou de différentes formations métiers que l'on propose, le plan comptable général obligatoirement dans ce cadre. Donc, vous pouvez naturellement nous appeler pour qu'on vous le fournisse, en tout cas les personnes qui sont inscrites au sein de l'École nationale de comptabilité gestion, de ENCG Formation, que vous pouvez nous retrouver. Alors, vous avez en fait une deuxième remarque. Une deuxième remarque, c'est qu'il y a un formalisme qui est prévu par les dispositions R 134-74 du Code du commerce, c'est-à-dire que nous, vous avez en fait l'article, alors ce n'est pas la peine de l'apprendre, l'article R 134-74 du Code de commerce, qui vous dit que les écritures comptables, c'est ce qui est important à effectuer, sont enregistrées quotidiennement sur un journal d'écriture appelé donc le journal, sur un journal d'écriture appelé le journal. Et vous avez en fait à l'écran le formalisme qui s'y attache. Vous avez en fait le numéro de compte qui s'inscrit soit à gauche au débit ou au crédit. Un exemple, par exemple, on a vu le compte 512. La question de savoir, c'est naturellement, on le verra, si un compte 512 doit se mettre au débit ou au crédit. Après, vous mettez le nom du compte. Par exemple, là, dans ce cas-là, on a le compte banque. Effectivement, à droite, vous avez par exemple la somme qui s'inscrit directement, c'est-à-dire en fait vous avez le numéro de compte à gauche, le nom du compte par exemple le compte banque et par exemple si on doit le mettre au débit ou au crédit, ça c'est ce qu'on va voir par la suite, et après vous avez le montant à droite, soit au débit, soit au crédit. Alors naturellement vous allez me dire d'accord, mais quand est-ce qu'on met un compte au débit ou au crédit? Je vous rassure, c'est ce que l'on va faire. Désormais, on va s'y attacher en vous présentant dans un grand B les méthodes de comptabilisation. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir naturellement si un compte va être débité ou crédité. Pour cela, en fait, vous devez apprendre 4 règles fondamentales qui ne vont peut-être pas vous parler. C'est-à-dire, en fait, on vous dit, notamment dans beaucoup d'ouvrages, tout compte d'actifs du bilan augmente par débit et diminue par crédit. Tout compte de passifs du bilan augmente par crédit et diminue par débit.
tout compte de charge du compte des résultats augmente par débit et diminue par crédit, tout compte de produit augmente par crédit et diminue par crédit. Alors, ce qui est important, naturellement, c'est de savoir absolument comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Parce que si vous voulez, à l'heure actuelle, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se familiariser avec certaines notions comme cela, hein, parce que si vous voulez, effectivement, on vous donne des règles d'or, mais des fois, on ne sait pas comment les appliquer. Alors moi, j'ai une technique que je vous demanderai peut-être de mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'en fait, essayez de vous imaginer intuitivement. Vous avez par exemple une immobilisation, d'accord? Vous avez vu à l'écran, ça va apparaître directement, vous avez une immobilisation, d'accord? L'immobilisation, c'est effectivement situé à l'actif. Vous êtes d'accord avec moi que la question qui se pose, c'est est-ce que je viens d'acheter, j'ouvre la porte, d'accord? J'ouvre la porte, on est dans une société, on est tous ensemble, on achète une voiture. La question qui se pose, est-ce que j'ai plus de voitures maintenant qu'avant? En d'autres termes, je viens d'acheter une immobilisation, c'est-à-dire un bien destiné à rester durablement sans l'entreprise. Vous savez très bien que le compte d'immobilisation, puisque j'en ai plus maintenant qu'avant, il a tendance à augmenter intuitivement. Et oui, parce que j'ouvre la porte, je fais rentrer dans ma société une voiture, donc j'ai plus d'immobilisation maintenant qu'avant. Donc de ce fait, le compte d'immobilisation a augmenté. Donc quand ça augmente, comme le compte d'immobilisation est situé à l'actif du bilan, je vous rappelle que les comptes d'actifs, je viens de vous l'énoncer, augmentent par débit, diminuent par crédit. Comme tout compte d'actifs du bilan augmente par débit, on va simplement dire que le compte d'immobilisation a augmenté et on va le mettre au débit tout simplement. Retenez bien, simplement, si vous n'y arrivez pas, que tous les comptes d'actifs, tout ce que vous trouvez à l'actif, vous le mettez au débit, obligatoirement. Sauf, bien entendu, il faut, vous les mettez, tous les comptes d'actifs se mettent au débit, si le compte augmente. D'accord? C'est-à-dire que là, je vous donne un exemple, le compte d'immobilisation, vous dites, ça doit faire tilt dans votre tête désormais. Le compte d'immobilisation, vous regardez par exemple l'écran, vous regardez, il est bien à l'actif, tout ce qui est à l'actif, je le mets au débit, si le compte augmente, ce qui est le cas ici. Donc du coup, quand vous regardez votre plan comptable général que je vous ai évoqué, et ça va certainement apparaître à l'écran, vous allez avoir le compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous rappelle effectivement que vous avez le compte 2. Donc le compte 2, vous allez le débiter ou le créditer? Ben, tout simplement, on va le débiter en vertu de l'arrêt que je vous ai énoncé. Le compte d'immobilisation, le fait d'acheter une immobilisation, ça augmente naturellement mes immobilisations, forcément, puisque je viens d'en acheter plus que maintenant. J'en ai plus maintenant qu'avant. Donc du coup, comme le compte d'immobilisation a augmenté, on va le mettre tout simplement au débit et on va mettre le compte 2 au débit, tout simplement. Naturellement, si le compte diminue, vous allez le mettre au crédit. Donc les comptes d'actifs, pour être simple, tous les comptes d'actifs, vous les mettez au débit si le compte augmente. Si c'est le cas contraire, vous les mettez au crédit. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous les comptes de passifs, vous les mettez, par exemple, les dettes, ça se met directement au crédit. Les comptes de dette se mettent effectivement au crédit. Si ils augmentent, si la dette augmente, vous la mettez au crédit. Si la dette diminue, vous la mettez au débit. Tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne et on va donner justement un exercice d'application. Alors, dans un grand 3, on va étudier les exemples d'application. Alors, vous noterez effectivement qu'on ne tiendra pas compte de la TVA. Et oui, parce que si vous voulez, nous, dans notre démarche, ce qui est intéressant, c'est de vous signaler qu'on n'intègre pas la TVA, non pas pour faire des résultats erronés, mais justement pour simplifier au maximum les opérations, puisque comme ça, vous allez comprendre tous les mécanismes et après, naturellement, on va intégrer la TVA. C'est pour des raisons purement pédagogiques, ça va vous permettre justement de vous familiariser avec la notion. Alors, on va donner un exemple. On va donner un exemple. J'espère que vous allez en faire comprendre en fait les mécanismes qui régissent les méthodes de comptabilisation. J'ai oublié de vous dire également que les comptes de charge, c'est pareil. Tous les comptes de charge, vous les mettez au débit, d'accord, en principe, et les comptes de produits, vous les mettez en principe au crédit. Voilà. Après, on verra effectivement toutes les histoires de rabais, remises, ristournes, etc. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est de simplifier au maximum les notions pour que vous n'opérez pas de confusion. Et après, on expliquera en fait tout de A à Z parce que justement, vous êtes débutant, en principe la plupart,
Donc, il faut que vous vous familiarisez avec ces notions parce qu'elles sont absolument fondamentales. Donc, le mieux, c'est de simplifier. On ne va pas faire des choses ultra complexes pour que personne n'y comprenne rien. Non, le but, c'est de simplifier au maximum et d'opérer par progression pédagogique. Alors, on va faire un exemple, achat de marchandises pour 1 000 € de marchandises, par exemple, que l'on règle par chèque bancaire. Et on vous dit facture numéro 245. Alors, on a vu précédemment que le compte d'achat de marchandises, je vous l'ai évoqué, hein, c'est ce qu'on doit, ça doit faire tilt, effectivement, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'en fait, le compte d'achat de marchandises, c'est un compte de charge, d'accord? Vous dites, c'est quoi le compte d'achat de marchandises? Vous avez vu tout à l'heure, on vous a expliqué que c'est un compte intégré dans le compte de résultat, et plus précisément dans les comptes de charge qui nécessitent qu'il y a un coût pour l'entreprise. Donc les achats, c'est un coût pour l'entreprise, c'est bien un compte de charge qui se met en principe au débit. Je vous rappelle par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure, il y a une vingtaine de minutes, vous avez effectivement le compte 7 qui est le compte achat de marchandises. Vous ne pouvez pas le savoir, mais je vous le dis à titre indicatif. Donc forcément, les comptes de charge se mettent au débit. Donc on va mettre le compte 607 au débit et on va noter 607 achats de marchandises. On met effectivement l'intitulé au milieu, hein, achat de marchandises, et enfin on reporte le montant de la somme au débit. Alors vous allez me dire, oui mais d'accord, mais j'ai payé par chèque. Alors si vous avez payé par chèque, écoutez-moi bien. Le compte de chèque, c'est le compte banque, hein, on l'a vu, ça apparaît à l'écran. Vous savez que le compte chèque se situe, le compte chèque, si on l'a payé par chèque, c'est que c'est le compte banque. Je vous rappelle que le compte banque, il se situe où? Au bilan ou au compte des résultats? La question, c'est effectivement au bilan. Ça apparaît à l'écran, vous avez le compte banque qui apparaît, qui est situé à l'actif, et plus particulièrement à l'actif circulant. Si vous avez votre compte banque, vous êtes d'accord avec moi que quand vous achetez un bien, votre compte bancaire va diminuer. Donc s'il diminue, si le compte diminue, forcément, on ne va pas le mettre. Alors, il est à l'actif. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a vu que tous les comptes d'actifs du bilan allaient au débit. S'ils augmentaient, vous êtes d'accord avec moi que le compte banque, il va augmenter ou diminuer comme vous achetez? Il va diminuer, puisque sinon vous achèterez tout le temps. Donc le compte banque, le fait d'avoir acheté un bien, vous avez forcément votre compte banque qui va diminuer. Donc on ne va pas le mettre au débit, mais bel et bien au crédit. Vous voyez, ça fonctionne en sens inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est à l'actif, vous le mettez au débit si le compte augmente. Si le compte diminue, on le met au crédit. Et c'est ce qui se passe dans le cas ci présent. C'est-à-dire que vous allez avoir le compte 607 au débit, le compte 512 au crédit, et vous allez reporter, matérialiser cette opération 607, achat de marchandises, 512 banque, et que vous allez mettre au crédit. Voilà. Et vous allez noter naturellement comme libellé achat de marchandises, facture F245. D'accord? Donc on va faire un deuxième exemple. L'entreprise verse 500 € à la banque provenant de la caisse. L'entreprise verse 500 € à la banque provenant de la caisse. La question est de savoir quels sont les comptes concernés par l'opération. On l'a vu tout à l'heure, effectivement, mais je vous le répète quand même parce que ce n'est pas évident au départ de se familiariser avec cette gymnastique comptable. C'est simplement les comptes concernés par l'opération sont des comptes de la classe 5. Et plus précisément, ça va être le compte 512, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le compte banque, c'était le 512 et le compte caisse, c'était le 530. Vous savez effectivement que le compte banque, je verse, j'ai 500 € en espèces, d'accord? Je les verse à la banque. Vous êtes d'accord avec moi que mon compte bancaire, il va augmenter ou diminuer? Forcément, si je dépose de l'argent à la banque, c'est que mon compte bancaire va augmenter. Je vous rappelle que le compte banque est à l'actif du bilan, donc forcément, on va le mettre au débit, puisqu'en vertu de la règle, tous les comptes d'actifs, on les met au débit s'il y a une augmentation. Or là, vous êtes d'accord avec moi que le fait de déposer de l'argent en liquide à la banque, forcément, votre compte 512 va augmenter, donc le compte concerné va augmenter. Que le compte qui apparaît à l'écran, que le compte banque se situe à l'actif du bilan, donc forcément, on en a plus maintenant qu'avant, donc le compte a augmenté, donc on va le mettre au débit. Même chose pour le compte caisse. J'avais justement, je vous rappelle que le compte caisse se situe, c'est pour ça que c'est important
si vous voulez, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi c'est important le bilan et le compte de résultat, notamment pour voir la structure patrimoniale, la structure du bilan, la structure du compte de résultat, mais c'est également pour faire des méthodes de comptabilisation. Et le compte 530, c'est un compte caisse, donc forcément, on va l'augmenter. Le compte caisse, pardon, est situé à l'actif du bilan. Donc forcément, vous êtes d'accord avec moi que le fait de prendre de l'argent, j'ai de l'argent à la caisse, je le dépose sur le compte bancaire, vous êtes d'accord avec moi que je n'ai plus cet argent maintenant en caisse, en espèces. Donc je l'ai bien donné à la banque. Donc forcément, mon compte caisse a diminué. S'il a diminué, comme je vous ai dit que les comptes d'actifs du bilan, on les mettait normalement au débit dans le cas d'une augmentation, ben forcément, on va mettre les comptes de caisse comme il a diminué, on va le mettre au crédit et non pas au débit. On le met au crédit, donc on a bien le compte débit 512, le compte crédit 530 et on va avoir pour 500 €. On va donner un troisième exemple. Ça me paraît fondamental. L'entreprise achète 500 € de marchandises et règle la moitié par chèque bancaire et le reste plus tard. Je vous ai énoncé tout à l'heure quels sont les comptes concernés par l'opération. Vous êtes d'accord avec moi que le compte 607 est effectivement un compte d'achat de marchandises, que ce compte a augmenté, c'est un compte de charge, pardon. Les comptes d'achat se mettent effectivement au débit, donc on va mettre 607 achats de marchandises puisque c'est un compte de la classe 6 que l'on met au résultat, donc pas de problème de ce côté-là. Pour combien? Pour 500 €, ça apparaît à l'écran. Vous avez le compte 512, on règle la moitié par chèque bancaire. Vous êtes d'accord avec moi, même chose que j'ai acheté effectivement. Donc comme j'ai acheté, mon compte bancaire a diminué, donc on ne va pas le mettre au débit puisqu'en fait, je vous rappelle que le compte banque est situé à l'actif du bilan. Les comptes d'actifs du bilan augmentent par débit. Comme le compte a diminué, on va le mettre en crédit en vertu de la règle précitée. Donc, on va avoir 512 banques pour 250 €, c'est-à-dire la moitié par chèque bancaire. Et en fait, on vous dit le reste plus tard. Alors, le reste plus tard, vous êtes d'accord avec moi, si on vous paye plus tard, c'est que forcément, vous avez une dette. Vous avez une dette, donc vous avez une dette plutôt fournisseur. Le compte dette fournisseur se situe, je vous rappelle que le compte dette se situe quand vous regardez bien votre bilan qui apparaît à l'écran, qui est apparu à l'écran notamment, certainement. Vous allez forcément avoir votre compte 401 fournisseur pour 250 €, c'est-à-dire que vous avez votre compte dette. Je vous rappelle que le compte dette, est-ce qu'il a augmenté ou diminué? Donc forcément, il a augmenté, la dette, elle a augmenté puisque je n'avais pas de dette au départ peut-être sur votre fournisseur, vis-à-vis de ce fournisseur, j'avais une certaine dette, donc forcément il a augmenté, donc je vais le mettre. Alors, vous avez que tout ce qui est au passif, ça se met effectivement au crédit si le compte augmente, ce qui est le cas puisque la dette a augmenté, donc on va le mettre au crédit et on va avoir 607, 512 et 401 pour 250 €. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors naturellement, je vous donne un quatrième exemple. L'entreprise achète 200 € de marchandises et règle par chèque. L'entreprise achète 2000 € de marchandises et règle par chèque. Vous avez le compte 607 justement au débit. Même chose, c'est un compte de charge, c'est un coût pour l'entreprise, donc on le met au débit. C'est un compte de résultat, si vous voulez. Et en fait, on règle par chèque, on a vu le système, c'est le même système de fonctionnement, c'est-à-dire que le compte chèque, effectivement, c'est un compte de la classe banque, c'est le compte banque, qui est le compte 512, je vous le rappelle, on l'a vu tout à l'heure. Et forcément, vous allez avoir le 607 au débit et le 512 au crédit, puisque je vous rappelle encore que le compte banque se situe à l'actif du bilan. Donc, comme le compte a diminué puisqu'on a acheté, on ne va pas le mettre au débit, mais au crédit, effectivement. On va faire un cinquième exemple. L'entreprise achète 1000 € de marchandises et règle plus tard. Même chose, 607 achats de marchandises au débit, le compte 401 au crédit de fournisseur. C'est bien une dette fournisseur pour 1000 €, c'est la même chose. C'est-à-dire que les comptes de passifs, on les met normalement au crédit si le compte augmente. Je dis bien uniquement si le compte augmente. Comme le compte dette a augmenté, forcément, puisqu'on vient d'acheter, on a plus de dette et qu'on règle plus tard, et bien forcément, on va avoir le 607 par le 401 pour 1000 €. Et vous voyez, c'est toujours le formalisme édicté par les dispositions du Code de commerce qui vous dit d'écrire sur un journal. Le journal est recensé de la manière suivante. C'est le 607 au débit. Le 400, on met les numéros de compte soit au débit, soit au crédit. On met l'intitulé du compte et on met 1000 €, 1000 €. Alors, je n'ai pas mis le libellé
ce n'est pas la peine pour l'instant de le mettre, on vous le mettra plus tard. Pour ceux qui sont perfectionnistes, je le ferai naturellement plus tard. C'est juste pour vous expliquer dans un premier temps le mode de fonctionnement et après comme ça va tout seul et après on affinera tout cela au fur et à mesure. Ça paraît assez fondamental et assez logique de ne pas trop complexifier certaines normes comptables, certains éléments. Alors un dernier exemple, si vous me le permettez, ou même un avant-dernier, l'entreprise achète 1 000 € de marchandises, 300 € réglés par chèque et le reste plus tard. Vous avez bien donc votre compte 607, c'est bien un achat de marchandises qui est situé dans le coût de résultat, ça a un coût. Les comptes de charge, on les met au débit, donc on a 607 achats de marchandises pour 1 000 €. Dans le cas présent, on les met au débit naturellement. Vous avez le compte 512, on règle 300 € sont réglés par chèque. Donc forcément, on va avoir 512 pour 300 € en vertu de la règle que je vous ai énoncée, que je ne vais pas vous réénoncer à nouveau. Vous avez le reste plus tard, donc il reste effectivement 700 € à régler. Donc le compte dette, bien sûr, il a augmenté. Donc forcément, je vous rappelle que le compte dette se situe au passif du bilan. Ça doit apparaître à l'écran certainement. Vous avez au passif du bilan le compte dette qui a forcément augmenté. Donc on va le mettre au crédit. Voilà. Dans un grand 7, on vous dit l'entreprise achète 7 000 € de marchandises. 300 € sont réglés par chèque bancaire, 300 € en espèces et le reste plus tard. Eh bien, on a effectivement 607 achats de marchandises pour 1 000 €. On va avoir 300 € qui sont réglés par chèque bancaire. Alors, ça doit apparaître peut-être un peu plus bas à l'écran. Vous allez avoir effectivement le compte 512 banque pour 300 € et le compte fournisseur pour tout simplement 700 €. Voilà. J'espère en tout cas que cela vous a été profitable. N'hésitez pas en tout cas à nous poser directement des questions à cet effet. On est disponible naturellement pour toute communication avec les étudiants au numéro qui va effectivement s'afficher à l'écran. Vous pouvez nous appeler directement pour avoir des plus amples informations. De toute façon, on vous mettra également d'autres vidéos directement qui seront accessibles en ligne. Ça me paraît être intéressant. Et on vous proposera également une offre absolument exceptionnelle. Cependant, j'aimerais quand même avoir, si vous me le permettez, quelques retours, en tout cas si vous avez le temps du temps à me consacrer effectivement, c'est de mettre quelques commentaires sur la page web directement, de commentaires précis sur ce que vous pensez de cette vidéo, parce que ça va vous permettre de nous améliorer naturellement dans le temps, parce que nous, notre but, c'est un but avant tout pédagogique et d'essayer de répondre au mieux à l'attente des étudiants. Voilà, je vous remercie de vos commentaires. Je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. Je vous dis en tout cas à bientôt à l'École nationale de comptabilité gestion. Voilà, merci, à très bientôt. Au revoir.